Police in Japan have arrested Mark Karpeles, the CEO of a failed Bitcoin company. Mt. Gox was one of the world's largest Bitcoin exchanges until last year. It lost millions worth of Bitcoins, leaving angry investors without their money. Qui était Mark Karpeles? Aucune idée. Un type à la tête de la première plateforme d'échange de Bitcoin, assis sur près d'1 milliard de dollars. Quant à savoir où est passé l'argent. Avant de faire parler de lui dans le monde entier, Mark Karpeles a grandi à Dijon. Sa mère nous raconte le parcours de ce génie de l'informatique. Mon ambition, c'est de devenir maître du monde, mais je pense que je ne suis pas le seul. Cette nouvelle technologie et tout son écosystème reposaient essentiellement sur ce petit Français d'une vingtaine d'années, installé à Tokyo, avec son chat. Là, il parle de l'homme qui est aujourd'hui le plus détesté d'Internet. Et tout à coup, le site est parti en fumée, comme par magie. Alors ça, c'est un bouton d'autodestruction. Il y avait plus d'1 million de comptes, donc plein de gens avec de bonnes raisons de s'énerver. Donc il faut activer les 3 éléments dans l'ordre. C'est un casse digne du Far West. Just imagine. Imagine a bank you can trust. A bank that knows better. Imaginez surtout un monde sans banque. Un monde où les gouvernements ne seraient plus détenteurs de la monnaie et de sa valeur. Ce nouveau monde est une monnaie digitale, libre, universelle, aussi facile à utiliser qu'une carte de crédit, mais aussi anonyme que du cash. Et son nom est Bitcoin. Prêt à vous passer du système? En 2008 a été marqué par la crise financière. Le système a encore failli s'effondrer. Mais les banques centrales ont imprimé des milliards de dollars pour renflouer les banques et les géants du crédit hypothécaire. Et ce, partout dans le monde. De là est né le désir d'un système financier capable d'exister indépendamment de Wall Street et des banques centrales. Il y avait cette volonté de rendre au peuple le contrôle de la monnaie. À l'époque, quelques personnes planchaient sur le projet d'une monnaie électronique qui serait respectueuse de la vie privée, autonome, globale et totalement virtuelle. Le réflexe, quand on parle d'argent virtuel, c'est de ne pas y croire. Si c'est numérique, c'est qu'on peut le copier. Ça nous vient forcément à l'esprit.
Puis, en 2008, Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme d'une ou plusieurs personnes, on n'en sait toujours rien, a eu l'idée d'un grand livre de comptes virtuel. Un registre accessible à tous, doté d'un protocole d'entrée et de sortie, avec un algorithme très pointu qui détermine la quantité de ces nouvelles unités appelées Bitcoin pouvant être émises. Quand on se penche sur la blockchain, c'est vraiment la révélation. La validation décentralisée des transactions permet en effet d'envisager un système monétaire virtuel. Et à partir de là, on se dit que tout est possible. Très tôt, j'ai su que ça allait changer la donne. Mon premier achat était une pince. J'en avais pas besoin, mais bon, c'est la première chose que j'ai trouvée. Donc je clique dessus, puis on me demande de scanner un QR code. Et là, on me dit « Transaction terminée ». Ça m'a coupé le souffle. Ils ne connaissaient ni mon nom, ni mon identité. Ça ne reposait ni sur la confiance, ni sur mes antécédents de crédit. Seul comptait le fait que je possédais quelque chose. Rendez-vous compte, c'était comme une transaction en espèces, sauf qu'il n'y avait personne en face. La personne était ailleurs, quelque part dans le monde. On n'avait encore jamais vu ça dans l'histoire. Quand j'en ai pris conscience, j'ai été stupéfait. Et je me souviens m'être levé et avoir dansé autour de la table en chantant « J'ai vu le futur, j'ai vu le futur ». Je me suis dit que si ça marchait, le rapport entre l'individu et le système tout entier serait bouleversé à jamais. Quand? Aucune idée, mais ça arrivera. Bitcoin s'inscrivait dans la même démarche philosophique qu'Internet et autres concepts du même genre. Tous deux consistent, sur un plan technologique, à ôter le pouvoir du centre. Internet et Bitcoin reposent fondamentalement sur la décentralisation du pouvoir. Un des slogans du mouvement cyberpunk d'il y a très longtemps, qui imagine un avenir assez sombre, c'est « Information wants to be free ». L'open source, Linux, Internet, et donc Bitcoin ensuite, sont les outils principaux qui peuvent nous permettre d'améliorer le monde et d'apporter un peu plus de véritable liberté aux gens. Quand on étudie l'économie, on se rend compte que plus on a de liberté économique, plus le niveau de vie est haut. Si j'imprimais de l'argent dans ma cave pour aller le dépenser en ville, j'irais en prison pour faux monnayage, parce que c'est destructeur pour l'économie et que je vole la société. Quand les États font tourner la planche à billets, ça reste du vol et c'est mal pour les mêmes raisons. En tant que volontariste et libertarien, ça me gêne. Dans le monde de Bitcoin, aucun État ni personne n'a le pouvoir de faire marcher la planche à billets. Je ne suis pas anarchiste, il ne s'agit pas de supprimer totalement l'État. L'État est quand même utile. Mais je pense que si le peuple reprend le contrôle de la monnaie, il est possible qu'on puisse remettre l'État à sa place. Bitcoin pouvait avoir un sens différent selon les gens. C'est d'ailleurs une des forces de Bitcoin. On pouvait s'y intéresser pour sa dimension politique, pour l'avancée technologique qu'il représentait. Chacun y adhérait à sa façon. La seule fois où j'ai vraiment changé le monde, c'est en disant une seule phrase à Marc. Il faut absolument que tu jettes un œil à Bitcoin, je suis sûr que ça va trop te plaire. Au moment où j'en parle à Marc, Bitcoin, c'était totalement amateur. C'était vraiment un petit truc de geek, de gamin, c'était un jouet presque. Même si techniquement derrière il y avait quelque chose de génial, le monde qui se construisait autour, c'était presque un jouet, un jeu. C'était pas encore sérieux, c'était pas encore suffisamment sécurisé au niveau des sites web, etc. Certainly in the first
Dans les premières années, l'archétype du bitcoiner était quelqu'un qui passait le plus clair de son temps devant son écran, plutôt qu'avec d'autres humains. Mais ces gens vivaient dans un monde bien à eux et étaient en phase avec l'abstraction qu'était cette nouvelle monnaie. Rien n'indiquait que ça marcherait, donc il fallait être un peu cinglé pour y consacrer du temps. J'ai une culture de programmation, mais quand je suis rentré dans le code de Bitcoin, à lire le code, la logique, c'est quand même quelque chose de techniquement très complexe. Peut-être moi j'aurais été capable de tout comprendre, mais j'y aurais passé 1 an ou 2. Marc, a priori, pendant 2 mois, il n'a pas beaucoup parlé sur le chat. Quand il est revenu, il avait tout compris. Donc il a vraiment dû découvrir quelque chose et voir qu'il y avait un avenir, voir que techniquement c'était fiable, sécurisé, utile. J'ai choisi l'économie car j'ai compris que la qualité de notre monnaie déterminait celle de la vie. Si notre monnaie ne va pas, rien ne va. Avec Bitcoin, c'est une chance d'avoir une monnaie de qualité. Ça pourrait libérer le monde. 1/3 de l'humanité n'a pas accès à un compte bancaire. Ça offre un accès à la puissance financière. Et c'est la promesse d'une vie meilleure pour tous. Et ce, de manière équitable, démocratique et mondiale. Quelle que soit la race, le sexe, la religion ou la nationalité. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que j'appelle une utopie. Ça gratte cette merde. Nous, les libertariens, on n'aime pas trop les uniformes. C'est sûr, quand Mark rachète Mt. Gox, il s'attend pas à finir 4 ans plus tard, menotté à l'arrière d'une voiture de flic. Hein? That right, Mark? Whatever. Début 2011, Mt. Gox devient le premier site internet crédible à échanger de l'argent en Bitcoin. Seulement voilà, à l'époque, un Bitcoin équivaut à tout juste $1. Et soyons honnêtes, tout le monde s'en fout. Mais quelques mois plus tard, les médias s'emparent du sujet et sortent le Bitcoin de l'anonymat. Mt. Gox passe de 3 000 à 60 000 clients en une poignée de semaines. Et là, c'est le début de la gloire. Pas vrai, Mark? Isn't that right? Mark! Mt. Gox était le premier endroit où on pouvait transformer sa monnaie fiduciaire en Bitcoin. C'était l'échange par excellence. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Mt. Gox était en quelque sorte la banque du Bitcoin. Ils avaient 98% du marché mondial. Si Bitcoin était une île, Mt. Gox était alors le seul pont vers le reste du monde économique. La croissance a été fulgurante, avec une forte hausse des utilisateurs. Très vite, l'entreprise a énormément changé. On est devenu plus structuré et plus professionnel. À mesure que Bitcoin prenait de la valeur, les utilisateurs ont commencé à stocker à long terme des sommes d'argent de plus en plus importantes. Quelqu'un pouvait avoir 10 ou 15 000 $ sur son compte et les y laisser 2-3 mois en attendant le bon moment pour trader et convertir ses bitcoins en argent. Donc, Mt. Gox a connu un succès très rapide.
Mark a toujours cru en Bitcoin. Il savait que ça marcherait et faisait tout pour. Il était toujours derrière son ordinateur, tard dans la nuit et tôt le matin, toujours à gérer quelque chose. Il voulait vraiment faire de Bitcoin une chose utile pour le futur. Il y croyait vraiment, il en parlait beaucoup. Mt. Gox était un peu son bébé. Watashi wa Karpelès Mark Marie Robert と申します。1985年6月1日、フランスのシュノーブという町で、マウントゴックスでは代表取締役として勤めてたんですね。Quand j'ai repris Mt. Gox, on était, je crois, à 2000 ou 3000 comptes clients. En fait, 2 ans après, on a atteint le million de clients. Donc, c'est une évolution qui est assez rapide. Et je pense pas qu'il aurait été possible à qui que ce soit d'imaginer que ça se serait passé comme ça. En fait, Mt. Gox n'est pas vraiment une banque, vu que la fonction de Mt. Gox n'est pas de stocker ou de contenir des comptes où les gens déposent leur argent pour les laisser. Quand quelqu'un dépose, par exemple, de l'argent sur Mt. Gox, c'est dans le but d'acheter des bitcoins pour ensuite les retirer et les utiliser quelque part ou les garder chez lui. Après, je sais pas exactement comment les clients, eux, voyaient ça. Moi, forcément, au niveau de Mt. Gox, le fait de voir autant de bitcoins stockés, déjà, ça m'empêchait de dormir la nuit. J'ai dû mettre en place tout un système de surveillance. Mt. Gox était considéré comme l'endroit où on pouvait gérer ses bitcoins et son argent en toute confiance. C'était le site où tout le monde voulait stocker ses bitcoins. C'était le plus populaire. Mais en devenant en quelque sorte la banque centrale du bitcoin, on devient une cible. Toutes les sociétés liées à Bitcoin étaient une cible pour les hackers. C'est de l'argent numérique. C'est la combine la plus simple au monde. On a le mot de passe, on a l'argent. Mt. Gox étant la plateforme la plus importante, c'était la meilleure cible. Si je me souviens bien, on était en moins d'$1 début 2011 et en juin on était monté à $30. Du coup, des nouveaux besoins sont apparus d'un seul coup. Et en l'occurrence, la première solution qui est présentée, c'était de faire des cold wallets qui sont complètement séparés du système. On a commencé à utiliser ce qu'on appelle des cold wallets ou portefeuilles déconnectés, ce qui signifie que l'accès au Bitcoin nécessitait une intervention physique. Donc pour ça, l'idée c'est d'abord d'acheter un ordinateur au hasard de la boutique, prendre son carton et s'assurer jusqu'à la fin que personne touche à l'intérieur du carton. Il faut aussi une imprimante, s'installer dans une pièce isolée, sortir aussi de l'ordinateur tout ce qui est matériel de communication. On passe à la génération des cold wallets, on met dans une enveloppe scellée. Et après, il y a l'ordinateur qui a servi à générer ce cold wallet qu'il faut le détruire physiquement. Les hackers ne pouvaient accéder au cold wallet. Il leur aurait fallu pour ça disposer du morceau de papier où figurait la clé secrète. Donc, les bitcoins allaient d'abord dans le portefeuille en ligne, le hot wallet. Ils y restaient un petit moment avant d'être transférés vers le cold wallet. Wow! Bravo! Vraiment, c'est beau. Mais ce qu'il a oublié de dire, gros Marc, c'est qu'une bonne partie de son chiffre d'affaires, il est fait grâce à des mecs comme lui, trop défoncés pour aller chez leur dealer. C'est de moi que tu parles. Pourquoi j'irais me les geler dans la rue alors qu'en 2 clics sur Silk Road, je peux me faire livrer en mode premium? Silk Road était un site incroyable. On pouvait y commander de la drogue, comme on commande des livres sur Amazon. La seule façon de payer sur Silk Road, c'était en Bitcoin. C'était la seule devise acceptée. On ne pouvait payer ni en dollars, ni en euros, ni même par carte. Il fallait payer en Bitcoin. Pas de carte bleue, pas de trace. Il paye en Bitcoin. Ni vu, ni connu. T'en veux? No thanks. Without Mt. Gox, I don't Sans Mt. Gox,
Je ne sais pas si Silk Road aurait pu être ce qu'il a été. C'est de cette façon que les gens ont transformé leur dollar en cocaïne. C'était le mécanisme central qui a rendu ça possible. Silk Road était sans doute la start-up la plus prospère de tous les temps. C'est parti de rien pour atteindre des milliards de dollars de ventes au cours de son existence. Félicitations les gars. Je ne pense pas que Mark Karpeles ait essayé de devenir la banque en ligne des barons de la drogue. Mais c'est pourtant ce qu'il est devenu. Est-ce que Mongox a profité de l'ascension de Silk Road? Indirectement, oui. Pour peu que je sache, pas loin, entre un tiers et la moitié des transactions sur Mongox étaient liées à Silk Road. Toute cette popularité a donné à Mark l'impression qu'il était important. Au départ, il voulait s'acheter une Lamborghini. Puis, il s'est acheté une grande maison et un penthouse. Il voulait montrer au monde qu'il gagnait de l'argent et qu'il grimpait dans l'échelle sociale. Comme ça avait tendance à se produire de plus en plus, nombre d'entre nous avons commencé à nous sentir mal à l'aise et Mark a rétorqué que sa grand-mère avait un château en Autriche. Il a ajouté que si on ne lui faisait pas confiance, on n'avait plus rien à se dire. Il était impossible de savoir combien d'argent gagnait la société, à combien se chiffraient les dépenses et si l'argent rentrait, car Mark était le seul à avoir accès au compte. Et il refusait de partager cette information avec qui que ce soit. Il a toujours pensé que Bitcoin, n'étant pas une monnaie comme les autres, échappait à la loi. Je m'appelle Tigran Gambarian. Je suis agent spécial à l'IRS, le fisc américain. Mon unité a été créée du temps du crime organisé et d'Al Capone. L'affaire Capone reste l'une de nos plus célèbres. On est toujours à l'affût des devises émergentes et des méthodes de paiement qui pourraient favoriser le crime. Quand Bitcoin est apparu, on s'est dit, mais comment on va faire pour tracer ce truc? C'était juste des chiffres alignés les uns derrière les autres. On ne savait vraiment pas par où prendre le problème. Au début de Bitcoin, comme pour toutes les nouvelles technologies, le gouvernement a dû faire face à une sorte de flou juridique. Mais tout le monde s'en foutait un peu jusqu'à l'apparition de Silk Road. Il y avait là des gens qui vendaient de la drogue au nez et à la barbe de Chuck Schumer, qui ne pouvaient que s'en lamenter au Sénat. Ils ont alors cherché des moyens de réguler tout ça. Heroin, opium, cannabis, ecstasy, psychedelics, stimulants. They're all listed in the light of day. It's unbelievable. And it's all hidden because they don't use dollars. They use this surrogate currency. Au printemps 2013, la FinCEN, l'autorité des crimes financiers aux États-Unis, a publié un règlement d'une page qu'elle a faxé à toutes les entreprises du secteur, disant que pour changer des dollars en bitcoin, il fallait dorénavant avoir une licence. Une licence coûtant plus de 100 000 $ par État et qui était très contraignante. C'était vraiment une réglementation terrible. Il y a des gens au gouvernement que cette idée rend dingue. Comment ça? Des gens font des choses sans ma permission? Ils font du libre-échange entre eux sans ma permission? Ils fument et font pousser de l'herbe sans ma permission? Ils enragent, puis ils raquettent avec des taxes et utilisent cet argent pour coincer ces gens qui cultivent de l'herbe et les enfermer. Ou ceux qui ont de la poudre qui les rend heureux. Il faut les enfermer. C'est de la folie, de la pure folie. Que ce soit une technologie émergente ne change rien au fait qu'on a toujours affaire à de l'argent. Et il y a le risque que,
Des criminels s'en servent. La raison de ces lois est d'empêcher ça. Donc si vous voulez monter une nouvelle société, vous avez une nouvelle idée, très bien, foncez. Mais vous restez soumis aux mêmes lois que celles qui s'appliquent aux sociétés de transfert de fonds ou aux banques. Le point central de cette réglementation est qu'avant ça, beaucoup de gens refusaient d'admettre que le Bitcoin avait une quelconque valeur. Ce n'était que des logiciels. Ça ne pouvait pas être de l'argent. Puis arrive cette réglementation de la FinCEN qui dit que c'est bien de l'argent. Tout a été différent après ça. À l'époque, émergeait une petite industrie de traders en herbe. Des gens qui tentaient de se faire de l'argent en boursicotant des bitcoins. J'avais échangé avec certains d'entre eux sur un forum et j'ai été surpris par la variété des gens qui s'adonnaient à ça. L'un étudiait le commerce, l'autre la biologie. Bref, un tas de gens de tous horizons qui trouvaient qu'acheter et vendre des bitcoins valait le coup. C'est à cette période que les entreprises de la Silicon Valley et les capital risques américains ont commencé à investir dans ce secteur. Il y avait une grosse hype autour du Bitcoin dans la presse. Tout le monde voulait savoir ce que c'était. J'ai trouvé ça excitant et j'ai voulu prendre part à l'aventure. Et comme à l'époque, Mt. Gox était numéro 1, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de m'impliquer dans Bitcoin. Pour un créatif, c'est le rêve. Vous avez une société qui croule littéralement sous l'argent, avec une base clientèle délirante, dans un marché en pleine explosion. Une boîte sans identité visuelle, où tout reste à faire. C'est le rêve. C'était fabuleux. C'était excitant d'en faire partie. Quand je disais autour de moi au Japon ou ailleurs qu'on travaillait dans le Bitcoin pour le compte de Mt. Gox, tout le monde était fasciné. C'est assez fou de voir l'intérêt que ça a suscité chez les capital risques, les fonds d'investissement, les grosses fortunes à New York, en Chine ou n'importe où dans le monde. Tous voulaient faire des affaires avec nous. Pas pour investir dans la société, mais acheter massivement du Bitcoin. On se disait, il faut foncer. Et faire ça bien pour que tout le monde se dise, ok, c'est avec eux et personne d'autre qu'on veut bosser. Dès le premier jour, on avait convenu que toute la communication externe passerait par moi. On s'était mis d'accord et pas plus tard que le lendemain, je passe la porte du bureau et là je vois Mark, assis sur un ballon bleu, en train de faire une interview pour Reuters, si je me souviens bien. Et là, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Vous faites quoi? Et là, on me répond, oh, Reuters est venu interviewer Mark. Oh, hé les gars, on en a parlé il n'y a même pas 24 heures. Évidemment, ça a eu des retombées calamiteuses. C'était la première fois que je voyais Mark. Lui assis sur cette boule. J'ai immédiatement été fasciné par cette image, pour le moins inesthétique, de ce gros bonhomme assis sur sa balle. Et je me suis dit, pas sûr que ça envoie un signal très rassurant. On tentait de lui expliquer, Mark, ne prends pas ta pizza pour ce rendez-vous important. Ou, Mark, il serait temps d'arrêter de t'amuser avec ton robot, on a du boulot. Mais il nous ignorait royalement et continuait à jouer. Il n'y avait ni directeur technique, ni directeur des opérations. Il y avait Mark, au sommet, et puis les autres. C'était la pyramide la plus large et la moins haute qui soit. Pas forcément évident de gérer une société avec plein de personnes différentes qui ont chacun leurs atouts, etc. Leur manière aussi de comprendre les autres et de communiquer. Moi-même étant pas forcément très doué pour communiquer avec les gens, j'ai essayé de voir comment les gens communiquent entre eux et c'est extrêmement compliqué. Donc, pour être manager, c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident du tout. Gérer des humains, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer des serveurs.
franchement. Mon premier jour de travail chez Mongox était assez intéressant. À mon arrivée, un des cadres a lâché une énorme pile de dossiers sur mon bureau en disant « On a quelques soucis juridiques en ce moment. Tu peux lire tout ça et nous faire une synthèse ?» J'ai pensé des soucis juridiques, sérieux? Et deux, il faudrait pas mieux confier ça à l'avocat? Des gens pleuraient, d'autres étaient à la messe, ça complotait, ça entrait, ça ressortait. L'autre avec sa grosse écharpe, Nils, qui balançait des trucs contre les murs en hurlant. C'était un de ces bordels. Tous les jours, on débarquait en se disant « Mais comment un endroit pareil peut exister ?» On avait banni cette phrase. On se disait « Tout ça, c'est la cerise sur le gâteau ». On savait que personne ne garderait sa place ici. La boîte devenait tellement grosse qu'on était persuadés que nous-mêmes, nous serions remplacés. Ils auraient besoin d'une agence mondiale pour gérer leur com. Mais on s'en fichait. Ça ferait toujours une bonne histoire à raconter. Ah, c'est beau l'insouciance. Tellement beau quand on oublie ses obligations. Comme par exemple, se mettre en conformité avec les régulations américaines. Excuse me, I'm gonna need that chair. Quelques semaines seulement après la sortie des nouvelles règles, les autorités américaines saisissent 5 millions de dollars sur les comptes américains de Mongox. En réalité, c'est pas grand-chose pour une boîte de cette taille, mais dans les faits, le début des vraies emmerdes. Après la saisie, on a commencé donc tout de suite à rentrer en contact avec les procureurs aux États-Unis qui ont opéré la saisie pour essayer de discuter avec eux et de voir de quelles questions. Et les premières questions qu'ils ont eues, c'était au sujet de Silk Road. Mongox devait désormais réclamer 2 pièces d'identité, des informations bancaires et autres afin de vérifier qui étaient ses utilisateurs. Pour les autorités, c'était une mine d'or. Si tout le monde est fiché sur une même base de données, il suffit de la saisir et de poursuivre les criminels. Alors, les négociations qu'on a eues donc avec le DHS et avec les procureurs américains étaient en particulier au sujet de fournir des informations donc, sur Silk Road et sur les comptes que le DHS pensait liés à Silk Road, en échange donc de nous rendre ces 5 millions de dollars. En ce qui concerne donc tout ce qui est collaboration avec la police, etc., je suis, disons, pas particulièrement libertarien ni rien du tout. De mon côté, j'ai jamais vraiment eu de problème. C'est pas vraiment le cas. Disons plutôt que j'ai jamais vraiment eu d'opposition au système de police, etc. Donc, je vois pas de raison de pas coopérer. Suite à l'enquête du DHS, le département de la sécurité intérieure, et à la saisie de nos comptes aux États-Unis, nos partenaires bancaires japonais ont commencé à flipper. Les dirigeants des banques venaient de plus en plus souvent nous rendre visite. Puis ils ont fixé des limites au nombre de transactions journalières qu'on pouvait effectuer et le type de devise qu'on pouvait utiliser. Ce qui nous a finalement contraints à devoir nous contenter de transferts en yens et seulement à l'intérieur du pays. Vu que plus de 95% de notre clientèle résidait hors du Japon et n'utilisait pas le yen, ça a été un sacré coup dur pour notre fonctionnement. Le seul moyen d'envoyer des fonds, c'était la poste. Point. On planifiait nos virements. Donc on commandait auprès de Museo la somme en liquide. Et le jour venu, on récupérait le liquide. On se retrouvait avec entre 20 et 70 millions de yens en liquide. Ça fait entre 200 et 700 000 euros. Donc on prenait nos petits sacs, bien lourds, remplis de liquide. Et on remontait la rue, direction opposée à Shibuya, jusqu'à la poste. Marc, et c'est tout à son honneur, s'est cassé le cul pour envoyer de l'argent aux gens. Et au final, il y est arrivé. Ça prenait juste des plombes.
On avait envie de communiquer pour dire que les banques étaient responsables de ce merdier. Mais afin d'éviter de se retrouver avec nos comptes clôturés, il fallait la fermer. Il était inenvisageable de perdre nos partenaires bancaires au Japon. On était pieds et poings liés. Je me suis inquiété quand Mt. Gox a commencé à avoir des retards sur les retraits. J'ai donc accepté de leur faire une vidéo. J'ai écrit moi-même mon texte en choisissant scrupuleusement mes mots. Tout ce que je dis dans cette vidéo est vrai. Je regrette juste de l'avoir faite. I'm Roger Ver, longtime Bitcoin advocate and investor. Today I'm at the Mt. Gox World Headquarters in Tokyo, Japan. I had a nice chat with Mt. Gox CEO Mark Karpelès about their current situation. J'ai vu qu'il y avait plus de 100 millions de dollars sur leur compte. Ça fait un paquet d'argent. Puis il m'a montré un courrier de la banque qui précisait que cet argent était bloqué et qu'il n'avait droit qu'à 10 virements internationaux par jour. Et ce, pour un maximum d'environ 1 million de dollars par jour. Ce qui est largement insuffisant pour qu'une société de cette taille puisse répondre aux demandes de ses clients. I'm sure that all the current withdrawal problems at Mt. Gox are being caused by the traditional banking system, not because of a lack of liquidity at Mt. Gox. For now, I hope everyone will continue working on Bitcoin projects that will help make the world a better place. J'ai découvert Bitcoin en 2013. En avril 2013, le marché du Bitcoin s'est emballé. Il est passé de 20 à 240 dollars en l'espace de 2 semaines. Et le cours variait du simple au double tous les jours. J'ai alors réalisé que j'étais fait pour le trading. J'ai laissé tomber mon boulot de freelance pour m'y mettre à plein temps. En mars 2013, il y a eu une panique bancaire à Chypre. C'est là que le cours du Bitcoin a flambé, allant jusqu'à 160 dollars. J'avais envie de me mettre des baffes. Si j'avais fait ne serait-ce qu'un petit investissement quand le Bitcoin valait 10 dollars, j'aurais gagné des tonnes d'argent. Je me suis dit, ok, je vais attendre le bon moment et me lancer. J'ai donc viré de l'argent à Mt. Gox et je suis entré dans la partie. Il y a eu une période d'excitation incroyable en 2013. Le Bitcoin s'est envolé jusqu'à 140 dollars pendant un moment. Et puis il s'est stabilisé à 200 dollars. Et il est reparti en flèche. Personne ne savait pourquoi. Et là, il y a eu le démantèlement de Silk Road. J'étais fébrile. Les internautes n'arrêtaient pas de spéculer sur les fondements du cours ou le volume d'échange. Certains ont commencé à vendre vers la fin octobre. Mais j'ai tenu bon. Et le 1er novembre, le cours s'est mis à remonter. Pendant un mois, ça n'a pas cessé. J'ai tenu bon tout du long. Je voulais faire du trading sur Mt. Gox, mais je me suis vite rendu compte que le marché était devenu fou et que je devais juste tenir bon et regarder le cours monter. Ça a grimpé de façon délirante, de 120 à 240 dollars. Et puis ça a continué à monter et soudain, il était à 1000 dollars. J'étais tout excité devant mon écran, c'était vraiment génial. Quand je sortais faire du sport, je restais scotché à mon portable pour ne rien manquer. Et à la fin novembre, le cours était aux environs de 1200 dollars. Je ne voulais pas encore vendre mes bitcoins, mais je voulais les retirer de chez Mt. Gox. J'en ai fait la demande, mais la réponse s'est fait attendre. C'était le jour de mon anniversaire. J'étais à Paris, à l'hôtel, et j'ignore pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait que je sorte mes bitcoins de chez Mt. Gox. Je me suis mis à l'ordinateur et j'ai lancé le retrait. Mais 1 heure plus tard, il n'y avait toujours rien. Ils m'ont dit que je devais confirmer mon identité si je voulais recevoir mes bitcoins. Chose qu'on ne m'avait jamais demandé. C'est là que les choses se sont gâtées. Les clients étaient de plus en plus énervés. On me transférait des appels où les gens me hurlaient dessus et m'insultaient au bout du fil. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher une porte de sortie. Parce que je sentais bien que
que les choses allaient partir en vrille. Jusqu'au début 2014, Mark pouvait facilement rejeter la faute sur les banques qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Mais à partir du moment où les gens n'arrivaient plus à retirer leur bitcoin, ça a soulevé un problème autrement plus grave. Parce que si Mark avait eu les bitcoins, il aurait pu les envoyer sur le champ. 2 jours après, je me suis réveillé avec l'idée qu'il fallait que j'y aille. J'avais décidé durant mon sommeil que je devais aller au Japon. Ça a neigé dur ce jour-là. Il y avait même un igloo dans la rue de Mt. Gox. Ça caillait. Je suis arrivé, la rue était presque déserte. J'ai sorti ma pancarte et je me suis senti très con. Soudain, Karpelès a remonté la rue. Les journalistes ont sorti leurs caméras. J'ai arrêté Karpelès pour lui parler. Il n'avait clairement pas envie de me parler. Okay, I came all the way from London, to try and get my bitcoins from you to find out what's happening. No problem with Bitcoin. You can't do anything right now. He started launching into. Il m'a alors sorti une réponse toute faite. Oh désolé, c'est impossible, nous rencontrons des problèmes techniques. Étant calé en informatique, je savais qu'un bug ne pouvait pas les empêcher de rendre les bitcoins. Cette question l'embêtait. Il a fini par me dépasser, il a fui en disant « N'entrez pas ». I don't expect that their company's going to last much longer. I think it's about to collapse. And I expect that no one's going to get their money back, but we'll see. À ce moment-là, je venais de quitter Tokyo pour revenir m'installer à Hong Kong. C'était en février 2014. Et je me souviens qu'un ami à moi, qui était au courant de ce qui était en train de se passer là-bas, m'a appelé pour que j'enlève toutes les mentions de Mt. Gox de mon profil LinkedIn. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit « Pose pas de questions, fais-le ». Mt. Gox unexpectedly shut down today. One of the world's biggest Bitcoin exchanges has filed for bankruptcy. Faillite retentissante du système d'échange de Bitcoins. La plataforma de la moneda virtual Bitcoin Mt. Gox se déclara en quiebra. L'ampleur du truc, c'était absurde. Mt. Gox. Mt. Gox. Mt. Gox hundreds of millions of pounds and prompting the sharp fall in the value of the currency. J'avais l'impression de m'être pris un coup de poing au ventre, je n'y croyais pas. Que es posible que haya sufrido el robo de todos los bitcoins que gestionaba a causa de un ataque informático. Quoi? Comment ça, il n'y a plus de bitcoin? Comment il pourrait en manquer autant? Comment peut-on perdre 800 000 bitcoins? Tu as un coffre principal dans une banque. Généralement, quand tu l'ouvres, tu t'attends à trouver une montagne d'or et puis là, tu as juste 3 grammes de sable dans un coin. C'est pas... Il y a un problème, quoi. Ils n'ont pas disparu comme ça. C'était vraiment insensé. S'il avait perdu 1 ou 2 millions de dollars, on lui aurait dit « Quoi? 1 million? Sérieux? Maintenant, allez dire que vous avez perdu 800 millions de dollars. » Au plus haut du cours, on a même atteint le milliard. Alors, imaginez la réaction. Le problème, c'est que les gens se sont sérieusement fait avoir. Certains ont perdu toutes leurs économies. D'autres y ont laissé des sommes folles. Je ne veux pas qu'on croie que je prends ça à la légère. Mais c'est tellement absurde. J'avais un peu plus de 300 bitcoins chez Mt. Gox. Avant le crash, ça représentait environ 300 000 dollars. Après la chute du cours, ça valait moins de la moitié. Quand la faillite a été déclarée, je suis allé avec des journalistes devant les bureaux de Mt. Gox. Alors qu'on attendait sur place, une rumeur circulait parmi leurs confrères. Une conférence de presse devait avoir lieu.
Lors de cette conférence de presse, je crois qu'il portait un costume sombre et il y avait des micros partout. Je me souviens qu'il s'inclinait beaucoup, ce qui est coutumier dans la culture d'entreprise japonaise. Si on commet une erreur, il faut faire un numéro en public pour montrer qu'on est désolé et s'excuser. Sur le moment, l'émotion ne me permettait pas de prononcer le moindre mot. J'ai été obligé de faire beaucoup d'efforts pour réussir à juste prononcer les quelques mots que j'ai préparés et répétés dans ma tête pendant 30 minutes. システムに弱いところがあって、ビットコインがいなくなって、みんなにの結果でご迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ありませんと思います。C'était un petit peu le point culminant de tous ces 3 ans de stress. C'est-à-dire qu'après 3 ans, le pire qui pouvait se passer s'est produit et je me retrouve face à je ne sais pas combien de caméras et de journalistes en train d'annoncer au monde entier que voilà, c'est fini, que j'ai pas été à la mesure de faire ce que j'étais en train de faire. Et c'est quoi le pire là-dedans? C'est les caméras, c'est de devoir dire que t'as pas été à la mesure de... C'est quoi? C'est de faire face, en fait, à ses propres... mes propres... Comment dire? Mes propres limitations. Parce que t'avais pas voulu les voir avant ou... Non, c'est... Comment dire? Je sais pas exactement comment... Mais... If people really want to know what happened, like what's the real story behind it? Well, we are working on it, but anyway, in the meantime, we are sorry for the troubles caused by this. Après le crash, l'écosystème Bitcoin était à terre. Tant en termes de crédibilité que d'image. J'ai moi-même pensé que Bitcoin était mort et qu'aucun gouvernement ni aucune banque ne tolérait qu'une telle chose se reproduise. Avec Bitcoin, il n'y a ni assurance, ni soutien de l'État. Au départ, c'est ce qui en faisait tout son attrait. Aucun État ne pouvait s'en mêler. Mais quand il y a eu des pertes, alors les gens ont réalisé qu'il n'y avait personne pour les couvrir. Si vos bitcoins disparaissent, c'est fini. Point. Début 2014, beaucoup de gens se sont mis à enquêter pour voir ce qui pouvait être fait. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles il est difficile de retrouver des bitcoins, bien qu'ils soient par définition traçables. D'abord, dans le cas de Mt. Gox, il y a un problème d'échelle. Mt. Gox avait une multitude d'adresses bitcoin, un volume de données humainement impossible à traiter. D'autre part, si vous déposez un bitcoin sur une plateforme telle que Mt. Gox et que vous le retirez plus tard, ce ne sera pas forcément le même, mais un autre bitcoin déposé par un autre client. Donc, quand un bitcoin transite par une telle plateforme, on perd sa trace. Après le crash, beaucoup ont pensé que quelqu'un chez Mt. Gox avait volé les bitcoins, simplement parce qu'il était impossible de prouver le contraire. Le meilleur indice pour comprendre ce qui est arrivé à ces bitcoins est que Mark en a retrouvé 200 000 après l'annonce de leur disparition. Qui, en ce bas monde, oserait prétendre avoir retrouvé par hasard 200 millions de dollars? Il y a un truc qui colle pas.
Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu les as trouvés sous ton lit? Je comprends pas. Tu es censé diriger la boîte, censé t'y connaître en sécurité et être un expert en Bitcoin. C'est hallucinant. On ne peut pas perdre autant d'argent et en retrouver ensuite une partie comme par magie. Je peux me lâcher au niveau langage? Les gens avaient les boules. Ils le haïssaient vraiment. J'ai toujours eu l'impression qu'ils ne mesuraient pas la gravité de la situation. C'était terrifiant de lire les commentaires des gens. Konnichiwa. 今日はうちの特製のアップルパイの作り方を説明します。 La question qu'on se posait tous était « Où sont les bitcoins ?» Un jour, il est allé sur Twitter et s'est mis à poster des messages du genre « Joli lever de soleil sur Tokyo ce matin ». On était tous là, à attendre qu'il dise ce qui était arrivé à ce demi-milliard de dollars et lui, il parlait météo. Je bossais dans un cabinet d'avocats. Un ancien de chez Mt. Gox est venu nous voir. Niels Artishdad. Il avait plein d'infos sur Mt. Gox. C'était intéressant parce qu'il pouvait vraiment nous éclairer. Si Mark avait commis un crime, il pourrait nous aider à en savoir davantage et à le prouver. Il affirmait que Mark l'avait menacé de mort. On s'est tous les deux rendus dans les bureaux de Mt. Gox, on a fait le tour, et je l'ai cru. C'était possible. Il y avait une femme qui bossait pour une société dans le Bitcoin, qui était tombée d'un immeuble à Singapour, et des rumeurs couraient comme quoi les deux événements étaient liés. Je me rappelle avoir demandé de changer de chambre d'hôtel pour passer du 10e au 2e étage, juste au cas où. C'était flippant. La plupart des gens voyaient Mark comme un escroc. Il était difficile de penser autrement. Quelqu'un qui a un tel magot a beaucoup à protéger. Et avec ce genre d'histoire, c'était crédible. Beaucoup de gens spéculaient. Nous, on s'est juste dit que ce type était un peu louche. Tous les journaux et toutes les chaînes de télévision se bousculaient autour de chez lui. On était tellement nombreux qu'il ne mettait pas le nez dehors. Pour protéger votre anonymat, on va reconstituer cette interview. Vous préférez être un homme ou une femme? Pour le lecteur lambda, l'affaire des bitcoins était trop difficile à comprendre. Le fait que Karpeles soit étranger, gros et négligé a contribué à créer le personnage. La presse adore ce genre d'animal. En fait, on s'est surtout intéressé à sa vie privée et à son appartement luxueux à Shibuya. Par ailleurs, Karpeles a des goûts assez simples. Il aime les bento des combini. Il est étonnant. Il aime aussi les animés comme Mushishi. C'est un vrai otaku. Un vrai otaku japonais. Oh, ben regardez, petit rond bébé. Je peux faire glisser, là? Ah oui, bien sûr, je vous dis, il n'y a vraiment rien de secret. Bon, on parle de nos chats, on parle un peu de deux, trois choses, mais vraiment rien, il n'y a rien de secret, quoi. Il y a même pas il n'y a même rien d'intime. Nous avons une correspondance à base de photos de chats absolument incroyables. Oui, il y a les photos de Tibane, il y a tout. Donc là, c'est le nouvel appartement. Puis il y a Julia aussi. Il y a Tibane et il y a Julia. Julia? C'est l'autre chatte. C'est un autre chat. Puis je lui avais envoyé aussi la recette des flûtes fribourgeoises.
avec des photos et différents stades de préparation de la flûte bourgeoise. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez appris cette nouvelle? Première chose que j'ai pensé, qu'est-ce que Robert a à faire là-dedans? Enfin, Marc a à faire là-dedans. Et puis après ça, en creusant, j'ai découvert que mon fils était en fait le PDG de MT Gox. J'ai interrogé Mark Karpeles plusieurs fois, mais nos conversations étaient toujours très brèves. Parfois, je lui posais des questions et il ne répondait pas ou restait évasif. On a contacté sa mère, qui elle-même n'était au courant de rien. C'est curieux qu'il n'ait confiance en personne, ni personne à qui parler. Il ne communique pas avec sa famille, il est séparé de sa femme et n'a visiblement aucun allié. Il vivait dans ce monde de hackers où on prouve sa valeur par son code. Non pas par ce qu'on est ou par ce qu'on dit, mais par ce qu'on est capable de faire avec un ordinateur. Il a été déterminé, testé, mesuré, si je puis dire, comme surdoué. Bon, ça n'a pas été facile parce que j'ai été toute seule. J'ai toujours essayé d'être avec lui autant que je pouvais. Il a fait comme tous les surdoués ont dû faire, composer. Et ça, j'ai toujours veillé à ce qu'il fasse l'équilibre et qu'il ne soit jamais seul. Parce que j'ai aussi vécu ça. C'est trop facile de s'isoler complètement dans le monde des adultes, de s'intéresser plus qu'à des sujets d'adultes, de plus avoir un seul copain. Et puis quand vous sortez dans la rue, vous avez l'impression d'être au milieu des extraterrestres. Parce que vous êtes tellement pris dans un sujet et un seul, tellement développé dans ce sujet, que le reste finit par ne plus exister. Plusieurs fois, sa femme est venue au bureau en criant et en suppliant Mark de passer du temps avec son fils. Mais il l'ignorait jusqu'à ce qu'elle parte. Mark est une personne très étrange. On pourrait facilement penser qu'il souffre d'une maladie mentale type Asperger ou d'un autre trouble relationnel du même genre. Il n'est pas comme la plupart des gens. Il ne dispose pas du spectre émotionnel auquel on est habitué. C'est quelqu'un de détaché, qu'on peut facilement percevoir comme inhumain, car il présente peu des caractéristiques humaines courantes. Il a conscience de ne pas réagir aux conventions sociales comme on s'attend de lui, et du coup, il s'adapte en conséquence. T'es jamais sûr si c'est lui qui joue un peu un rôle, ou si c'est réellement sa manière à lui de répondre à cette situation. Je connais moins bien Marc que je ne connais Robert, je dirais. Robert, c'est le petit garçon que j'ai élevé. Et Marc est un homme complet, fait, marié, divorcé, père de famille. Donc en fait, il a fait un peu comme on faisait jadis au Japon, justement, de changer de prénom quand il s'est marié. Ou quand il est passé à ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte. Il s'est installé au Japon parce qu'il s'intéressait à cette culture. Il s'est pris de passion pour ce pays. Il a eu envie d'y vivre et y a pris goût. Karpes-san, 知ってますよ。お弁当気に入ってくれて毎日いらっしゃって、本当の日本人ですね。優しい子ですよ。私のマキコとも仲が良くてね。あ、マキコ、マークさん優しいよね。Mark adore le Japon. À l'époque, il se disait encore que tout était merveilleux dans ce pays.
Il laissait son ordinateur sur un banc et s'étonnait que les gens le lui ramènent. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il n'a rien vu venir. Sans doute parce qu'il n'est pas japonais et n'a aucun sens de la réalité. Je pense qu'il n'avait pas anticipé que la faillite de sa société le mènerait tout droit en prison. Le réveil a été sacrément brutal. Alors d'abord, ils m'ont téléphoné, je crois que c'était vers 5h30 du matin, pour me prévenir qu'ils arrivaient d'ici 20 minutes, une demi-heure. Donc je leur ai dit de prendre leur temps, le temps que je me douche. Puis donc j'ai eu je sais pas combien de policiers qui sont entrés dans la maison, qui ont commencé à prendre des photos à droite à gauche, et ils m'ont lu donc un mandat d'arrestation. Authorities in Tokyo arrested Mark Karpelis for allegedly falsifying financial records in the Mt. Gox computer system by $1 million in 2013. D'accord, donc on t'accuse d'avoir créé $1 million dans la base de données qui était factice. Ça correspond à quoi? Ces $1 million, en fait, correspondent à une partie de l'activité du bot Willy. Avant que la police ne débute son enquête, certaines personnes ont révélé l'existence de WillyBot dans un rapport. Ce compte, nommé Willy, achetait constamment des bitcoins. Ça a intrigué tout le monde. WillyBot est responsable de la perte des bitcoins. C'est ce que je pense. Et c'est ce que la police pense. La question dès lors était de savoir qui se cachait derrière ce compte. Quand la police s'est aperçue que Mark était le seul à y avoir accès, elle l'a accusé. On avait effectivement la preuve qu'un bot informatique tradait automatiquement sur Mt. Gox, et qui plus est avec de l'argent qui n'existait pas, donc de manière frauduleuse. C'était un phénomène vraiment intéressant. Ça en faisait un très bon suspect dans cette affaire. Mais si on jette un œil à l'activité de WillyBot début 2014, on s'aperçoit qu'il fait soudainement volte-face. Au lieu d'acheter énormément de bitcoins, il se met à les revendre, et ce sur le même marché. Au final, les comptes de WillyBot s'équilibrent. On s'est alors dit qu'il nous faudrait trouver d'autres explications à la disparition des bitcoins. Mark est responsable de la disparition des 650 000 bitcoins. Il est impensable qu'il ne soit pas arrêté. Il a le profil du coupable idéal. C'est un original qui ne semble pas à sa place. Un geek asocial dirigeant l'une des plus grosses plateformes de Bitcoin qui doit crouler sous l'argent. Bien sûr, ça fait un bon scénario s'il est aussi le méchant qui a dérobé les Bitcoins en donnant l'impression que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est logique d'un point de vue narratif, de l'imaginer dans le rôle du méchant, mais peut-être pas dans la réalité. D'avoir volé les 650 000 bitcoins? Clairement pas. As-tu volé l'argent de tes clients? Non. WillyBot est-il responsable de la disparition des bitcoins? Non plus. Qui a créé WillyBot? WillyBot à la base fait partie de Mt. Gox, donc avant que je prenne la main sur Mt. Gox. Mais qui opérait WillyBot de 2011 à 2013? De 2011 à 2013, donc c'était moi. Et avant c'était Jed. Le Japon est un pays merveilleux, mais son système judiciaire est malade. Les procureurs n'ont rien à faire d'un procès équitable, ni de la justice. L'erreur de Karpeles a été de croire que le système reposait sur la justice. Non, il s'agit de trouver un souffre-douleur, de le condamner et de passer vite fait à autre chose. La police pensait que si elle l'arrêtait, il avouerait.
Mais il n'a pas avoué. Et bien qu'il ne cesse de l'arrêter et de le réarrêter, il n'a jamais avoué. Et probablement qu'à la fin du procès, on ignorera encore où sont passés les bitcoins. C'est pourtant la seule chose qui intéresse les gens. D'après nos enquêtes, l'arrestation de Mark n'est pas liée à la disparition des bitcoins. Comme nous l'avons maintes fois répété, Mark nie avoir commis le moindre crime. Mark Karpeles a été arrêté pour un motif, puis pour un autre et un autre encore. C'est commun dans le système japonais? Il est courant d'ajouter des chefs d'accusation à l'encontre d'un suspect. Si les bitcoins n'avaient pas disparu, Mark n'aurait pas été arrêté, n'est-ce pas? Non, en effet. Les autorités voulaient se débarrasser de cette affaire. Au Japon, le taux de condamnation est de 99,7%, car on vous arrête, on vous met en prison, et vous finissez par accepter votre sort et signer un arrangement. C'est pour ça que Mark s'est trouvé en détention préventive pendant plusieurs mois. À la base, comme je dis, c'était pas supposé durer aussi longtemps. Enfin, c'est pas supposé. Parce que j'imaginais, 3 semaines de visite pour voir un petit peu comment ça marche dans un commissariat, et puis après, je peux rentrer chez moi. J'étais donc en mode observation, je regardais les gens autour de moi, je regardais les installations. J'ai même fait des plans du centre de détention. J'ai noté aussi un peu les histoires de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc c'était pas des vacances, mais c'était tiens, on va voir, ça va être... Oui, c'est voir une face du Japon que j'avais jamais vue jusqu'à présent. Imaginez un peu les flics qui l'interrogeaient. Ils devaient avoir envie de se pendre. Ça a dû être l'interrogatoire le plus frustrant qui soit. Au Japon, on vous maintient 23 jours en garde à vue. Sans avocat, ni téléphone, ni rien. Vous vous rendez compte, 23 jours. 23 jours durant lesquels on vous prive de sommeil, on vous frappe. En 23 jours, les Bleus ont largement le temps de disparaître. Et pourtant, même s'ils l'avaient transformé en punching ball tous les jours, ils n'en auraient rien tiré. Ils n'auraient même pas bronché. Ils seraient restés de marbre. Il ne l'avait pas accusé d'autre chose pour le garder 23 jours de plus? En fait, son avocat a expliqué qu'au bout de 23 jours, il te laisse sortir pour te réarrêter aussitôt. En gros, il le libérait, Mark faisait 3 pas, puis il le réarrêtait pour le ramener en cellule. C'est vrai que les Japonais sont restés dans la loi. Ils ont mis des chefs d'accusation au fur et à mesure qui ont permis de prolonger la garde à vue, qui est déjà très longue par rapport à celle que nous connaissons en France. Parce qu'en France, il me semble que c'est 48 heures de garde à vue. Hein. Là, c'est 20 jours. Plus les 3 premiers jours où on n'est pas vraiment de la garde à vue, c'est le temps qu'on étaye l'accusation. Voilà. Qui peuvent être prolongés une fois, mais pas 2. Donc ça veut dire 43 jours de garde à vue. C'est énorme. Puis s'il y a un nouveau chef d'accusation, c'est de nouveau 43 jours possibles. Voilà comment il est resté aussi longtemps au commissariat. Et donc le juge a commué ça en mise au secret, donc dans une prison et non plus au commissariat. Pendant toute cette période de détention, on a pensé qu'il allait sortir, puis il n'est pas sorti. On ne pouvait pas le communiquer avec lui. Je viens seulement maintenant d'avoir l'autorisation de lui écrire et éventuellement d'aller le voir. Éventuellement. Comme je suis même pas sûr qu'on va pas me fermer la porte au nez si je vais au Japon, eh ben j'y vais pas. De toute façon, je sais pas très bien ce que je ferai. C'est une affaire complexe. On ne saisit pas de suite de quoi elle retourne. C'est aussi compliqué pour la police. L'affaire était si ardue que, dans une certaine mesure, on peut lui pardonner d'être allé au plus facile. Comme d'accuser Karpeles de détournement de fonds.
C'est la première chose qu'ils ont dû trouver pour intenter une action. Parce que les autres éléments de l'affaire, et notamment la disparition des bitcoins, sont si denses qu'il aurait fallu mettre en œuvre un plan d'action colossal qui n'aurait pas forcément abouti. Et si au final, le coupable n'était pas le bon? Alors tout ce temps d'investigation aurait été perdu. Ils ont donc opté pour l'option la plus facile. Dans les enquêtes au Japon, c'est généralement la police qui détermine les chefs d'accusation. Par exemple, pour 10 méfaits supposés, le procès se focalisera sur les 2 plus faciles à instruire. Je craignais que l'enquête soit bâclée. La police pouvait manquer des compétences nécessaires ou s'adresser à la mauvaise personne, car l'enquête exigeait une connaissance du terrain. Il fallait avoir le bon réseau pour être au courant des rumeurs ou tout bêtement les compétences techniques. On s'est alors penché sur la blockchain pour assembler les pièces du puzzle. Malgré l'énorme volume de données, il fallait tenter. Si les fonds avaient été volés en une fois, il aurait été facile de localiser la transaction. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de transaction unique. Le vol s'est étalé de l'automne 2011 à la fin 2013. Les bitcoins ont été volés par morceaux, sur le long terme, presque en continu sur cette période. Comment les pirates sont-ils entrés dans le système? Probablement grâce à un mélange d'ingénierie sociale, de hacking et de clés compromises. Mais pour réussir un tel coup, il aura fallu par-dessus tout s'armer de patience, car ça s'est étalé sur des années, lentement et sûrement. Ils ont fait preuve de beaucoup de prudence aussi. Si le vol a eu lieu depuis 2011, comment est-ce possible que personne à Mt. Gox n'ait rien vu? C'est une excellente question. Mt. Gox s'était vanté par le passé d'avoir un excellent système de sécurité, avec des cold wallets bien pensés. Ça laissait supposer qu'ils étaient bien protégés et qu'ils y avaient sérieusement réfléchi. Mais pas besoin de piller le cold wallet si on siphonne en permanence le hot wallet. Et ce procédé ne pouvait marcher qu'à condition que personne chez Mt. Gox ne surveille les fonds stockés dans les cold wallets. Pourquoi ne pas monitorer ce qui rentre dans le cold wallet? Parce que ça voudrait dire qu'on monitorerait les adresses qui font partie du cold wallet. Donc si tu scannes les cold wallets avec un ordinateur qui est branché à Internet pour accéder, pour vérifier combien il y a sur les adresses, du coup, tes cold wallets ne sont plus des cold wallets, mais qui passent par un ordinateur qui est connecté. D'accord. Donc en fait, le système que tu mets en place, c'est un système qui est aveugle? C'est en tout cas comme ça qu'on en est arrivé. C'est les recommandations de sécurité qui ont été définies, comme je dis, lorsqu'on a défini ce processus. Et est-ce que finalement, la priorité de sécurité a été mise au bon endroit? Parce que là, le fait d'être aveugle, ça veut dire que s'il y avait une faille dans ton système, tout s'écroulait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, en grande partie, oui, mais... Si les voleurs se font prendre, c'est qu'ils auront commis une erreur dans la manipulation des bitcoins. Mais s'ils n'en ont pas fait, on ne les retrouvera sans doute jamais. Même s'ils trouvent le responsable de la chute de Mt. Gox et des fonds manquants, Mark ne sera pas libéré pour autant. Le système ne veut pas perdre la face. Cette affaire est trop importante. Quelqu'un doit payer. Ils en sont à un stade où ils ne savent plus trop quoi faire. Ils gagnent du temps. Ils essayent encore de constituer un dossier. Mark est un génie. S'il était relaxé, qui sait ce qu'il pourrait faire? La justice craint qu'il falsifie des preuves. C'est sans doute pour ça qu'il est enfermé depuis si longtemps. Ce qui nous préoccupe le plus,
c'est que personne n'est capable d'analyser les données que la police a reçues de Mt. Gox. Mark est le seul à pouvoir le faire. Pour préparer ma défense en prison, c'était pas évident, surtout au début où je n'avais aucun document sur le procès. Mais après avoir été transféré au centre de détention à Tokyo, j'ai dû recevoir quelque chose comme 15 000 à 20 000 pages. Dans le lot, il y avait une partie importante, ou du moins qui me semble importante, c'est que je suis accusé dans du détournement de fonds sur la base que ce que Mt. Gox aurait eu comme profit aurait pas suffi à couvrir les dépenses et les pertes. Et ça m'a semblé bizarre. Et donc j'ai commencé à comparer les chiffres et à faire des calculs. Et ça a pris pas mal de temps, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il manquait pas mal de profit dans ce que la police avait calculé. On lui a fourni des données sur papier dont il se sert pour faire ses calculs à la main. Il a aussi dessiné des graphiques. Il a fait beaucoup d'analyses pour forger sa défense et a noirci quantité de pages qu'il nous a transmises. Comme outil, tout ce que j'avais, c'était une calculatrice que j'ai réussi à commander dans le centre de détention. Ils ont failli d'ailleurs me donner à la place un Soloban. Un boulier? Oui. Ils t'ont donné un boulier pour faire tes calculs? Ils ont failli. En fait, dans les règles de base de la prison, c'est en cas de besoin de calcul, il est possible de commander un boulier. Sauf que, a priori, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais il était devenu possible de commander une calculatrice et non un boulier. Donc je suis parti avec la calculatrice au final. Oui, c'est mieux. Oui. Le meilleur ordinateur, c'est son cerveau. Même sans machine, il traite énormément de données. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai sorti différents éléments pour montrer que la comptabilité de la police était fausse et qu'il y avait au moins quelques centaines de millions d'yens en plus qui n'a pas été compté, mais c'est juste une partie. En réalité, il manque encore plus que ça. À ce stade, on estime qu'il est nécessaire que Mark soit libéré rapidement pour constituer sa défense. Pour que les procureurs puissent gagner de façon sûre, il leur faut que j'ai été capable de me défendre. Et pour que j'ai été capable de me défendre, il faut qu'il n'ait pas fait obstruction à ma défense. En l'occurrence, effectivement, Mt. Gox, ça c'est des millions de transactions, c'est un volume de données énorme. Quelque chose qui n'est clairement pas traitable à la main. Et donc, le fait que les procureurs refusent, par exemple, de me donner l'accès à un ordinateur, pourrait vouloir dire simplement qu'ils m'ont empêché de me défendre correctement. Et auquel cas, l'affaire peut être refaite de zéro. Et ça pourrait les embêter. ビットコイン取引所マウントゴックスの元社長マルク・カルプレス被告は今日午後東京拘置所から保釈されました。 Vous faites, c'est crypté ces trucs? Non, ça va. Donc c'est-à-dire que n'importe qui avec un récepteur radio peut savoir ce qu'on dit? Sans doute. Alors là, pour le coup, j'en sais rien du tout. Oui, bah, clairement. Hein. De toute façon, je ne serai pas vraiment libre tant que le procès ne sera pas fini. On va dire que pour l'instant, je préfère éviter de débarquer dans un parc ou dans des lieux publics où je risque d'être reconnu. Au moins jusqu'à ce que j'ai récupéré un peu de force. Parce que j'ai toujours mon os cassé qui est en train de se refaire là. Et ma blessure qui n'est pas encore entièrement soignée, mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit truc. On va dire juste que j'ai quand même sur les 1 an que j'ai passé derrière les barreaux, il y a un moment où j'ai fini par péter un câble. Et ça m'a valu une main, un os cassé et 2-3 petites blessures. Bon, pas grand-chose, mais... En gros, j'ai pu tester qui était le plus fort entre mon poing et une porte en acier. Et mon poing a perdu. J'imagine que pendant la prison, tu t'es fait un plan de ce que tu allais faire en sortant. Oui, j'ai fait tout un tas de plans en fait. J'avais entre autres un plan d'acheter un vieux bus et de le réaménager en une sorte de camping-car géant avec des panneaux solaires. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que je suis libéré sous caution, j'ai une obligation de vivre à une adresse précise et de notifier la cour si je déménage ou si par exemple je pars en vacances.
Donc du coup, ça veut dire que si je veux faire ce genre de bus, je pourrais pas l'utiliser avant un certain temps, c'est un peu dommage. Où est-ce que tu as merdé pour en arriver finalement à te prendre un an de tôle Je pense que d'abord, la première chose, c'est lors de l'acquisition de Mongox. L'offre initiale de Mongox, c'est pas d'argent initialement payé, juste 6 mois où on partage moitié-moitié les revenus, et puis après 12% départ. Sur ce coup-là, oui, j'ai complètement... j'aurais dû voir le machin, il est gros comme une maison. Le truc, c'est que ça faisait déjà pas mal de temps que j'ai des JED sur du développement et d'autres trucs. Donc je me suis pas attendu à ce qu'il me balance une pourriture comme ça dans la gueule. Il y a de nombreux suspects dans l'affaire Mt. Gox. Mark lui-même est un excellent suspect. Mais si vous essayez de comprendre ce qui est arrivé et où sont passés les bitcoins, il y a pas mal de personnes à qui on pourrait s'intéresser, mais que la police n'a sûrement jamais contacté, parce que c'est une vraie tannée. On a reçu une grande enveloppe qui aurait été postée non loin du siège de la police, remplie de documents concernant Mt. Gox, son rachat par Mark, la passation. Et parmi ces documents figurait une correspondance entre Mark et Jed, le propriétaire initial de Mt. Gox. Dans ces messages, Jed disait en substance: ah, au fait, j'ai oublié de te dire, il nous manque 80 000 bitcoins. Mais il y a plein de façons de les récupérer. Bonne chance. Mark était convaincu d'avoir misé sur un cheval en or. Mais c'était en fait un cheval de Troie peint en or. L'offre était vraiment intéressante et il m'a semblé être une mauvaise idée d'enquêter plus et de perdre du temps et de risquer de perdre cette offre. Et du coup, je l'ai directement accepté sans me renseigner et savoir qu'est-ce qui motivait réellement le fait qu'on me propose de reprendre mon Gox sans avoir rien payé de base, enfin avec des conditions qui étaient quand même extrêmement intéressantes. C'est ce qu'on appelle un bouc émissaire, celui qui porte le chapeau. Ou le dindon de la farce. Appelez ça comme vous voulez. Jed s'est dit, ma boîte est endettée, je dois m'en sortir ou j'aurai un problème. Et voilà un pigeon qui la veut. Si on signe, il récupère aussi les dettes. Maintenant, c'est le problème de Mark. On a cherché à joindre Jed McCaleb, mais il demeure introuvable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est vivant. Gérer une affaire est une lourde responsabilité. Je préférais m'en abstenir, car il y a beaucoup de risques dans ce métier. Il y a des incertitudes légales, la menace des hackers. Je voulais éviter ce type de tracas. J'ai donc cherché quelqu'un pour assumer cette charge. Mark s'est présenté comme un expert en sécurité. Il avait déjà travaillé dans le domaine bancaire. Il semblait avoir le bon profil pour diriger Mt. Gox. Jed ne cherchait pas un bouc émissaire. Il voulait que Mt. Gox marche. C'est pour ça qu'il a gardé 12% de l'entreprise. Autrement, il aurait vendu le tout. Jed voulait les avantages sans les risques. Point. La perte des bitcoins a eu lieu suite à ça. J'ai donné à Mark les accès au serveur. Et une semaine plus tard, quelqu'un a réussi à piller notre hot wallet. 80 000 bitcoins, c'est une fortune maintenant, mais à l'époque, ça ne représentait pas grand-chose. Quand Mark a repris la société, 80 000 bitcoins, ça représentait 20 000 $. C'est une dette dont on peut se remettre. Mais 2 mois plus tard, quand le prix du bitcoin a bondi, c'était l'équivalent de 800 000 $. Mark n'avait pas cette somme. C'est sûrement à ce moment-là qu'est né Willybot.
Willy Bott, il va essayer de racheter cette dette petit à petit. En gros, l'idée, c'est que Mongox, au début, manquait de Bitcoin. Et donc, dans le cas où la valeur du Bitcoin augmente, ça veut dire que la dette voit aussi sa valeur augmenter. Et pour stabiliser la dette, l'idée était de transformer donc la dette Bitcoin en dette dénominée en dollars, par exemple. Auquel cas, cette dette-là est plus stable. Concrètement, pourquoi ne pas avoir dit à tes clients qu'il y avait un bot qui tournait et pourquoi ne pas avoir été transparent là-dessus? C'était une des conditions initiales lors de l'achat de Mongox. Et ce type d'activité devait rester jusqu'à ce que le trou soit couvert au moins secrète. Et donc la seule solution, c'est de limiter le nombre de personnes qui sont au courant. L'acheteur s'engage à exonérer le vendeur de toute action en justice à l'encontre de Mongox ou de tout bien acquis au terme de cet accord. Ok. Ça veut simplement dire que Mark doit indemniser Jed si quelqu'un se retourne contre lui au sujet de Mongox. Ça n'a rien d'une clause de confidentialité. Il pouvait dire ce qu'il voulait. C'est une clause standard, par laquelle le vendeur s'assure que l'acheteur ne se retournera pas contre lui plus tard pour une chose dont il n'a plus le contrôle. Jed avait une vraie expérience du monde de la technologie, où il avait entrepris et fabriqué des choses. Il avait appris à connaître ses limites. Dirigé par quelqu'un de compétent, Mongox vaudrait aujourd'hui 1 milliard. Il a tout foiré. Mark avait déjà une bonne expérience professionnelle, mais il ne s'était pas encore heurté à ses limites. Avec Bitcoin, il a été obligé d'en prendre plus ou moins conscience. Mais il a aussi tendance à rejeter la faute sur les autres, plutôt qu'à admettre sa responsabilité et ses défauts. Certains sont doués pour diriger une entreprise, d'autres pour coder. À chacun son talent. Il est injuste d'attendre de quelqu'un qu'il les ait tous. Mais il est important d'identifier ses failles et de bien s'entourer pour combler ses lacunes. C'est l'une des clés du succès. Définir ses faiblesses et trouver les personnes compétentes. Mark a très vite compris qu'il conduisait une épave et identifié quels étaient les problèmes. Mais aux passagers à l'arrière, les clients, il ne leur a rien dit. Et ce sont eux qui ont morflé. À partir du moment où ces conséquences, tu te rends compte qu'elles ne te concernent plus toi seulement, mais qu'elles concernent des milliers d'utilisateurs, est-ce que tu te dis pas que quelque part t'es pas fait pour ce boulot? Des moments effectivement où je dois me dire ça. J'ai problème. Une fois que j'ai commencé, je me vois dans une situation où je peux pas facilement descendre en marche. C'est-à-dire que Mongox est lancé, on est dans une situation où il y a des bitcoins qui ont été volés. On est obligé de faire comme on peut pour que ça tienne. Il y a une partie du fonctionnement dont on ne peut pas parler ouvertement. Et cela fait que donc amener quelqu'un de nouveau pour prendre les choses en main, c'est pas vraiment quelque chose de possible. Quand tu dis on ne peut pas en parler ouvertement, c'est pas on. Oui, c'est moi, c'est. C'est toi tout seul. Tu peux même pas en parler à tes employés. En final, j'en ai parlé à peu près à personne. Hein. Donc ce secret des 80 000, pour toi, c'est de là de tout vient? C'est une partie de ce qui a fait que je suis resté, ficelé à cette position. Est-ce que le fait de ne pas monitorer les bitcoins a quelque chose à voir avec le fait de vouloir cacher cette dette initiale à tes employés? C'est possible, je ne me souviens plus exactement, mais c'est possible. Il faut que tu me répondes. Ça date. Même si on avait gardé des comptes du Bitcoin, je ne pense pas que ça aurait été rendu public, même au sein de la boîte. Donc, je ne sais pas, en fait. Attends.
Est-ce que tu crées un système aveugle pour pas avoir à dire à tout le monde qu'il manque des bitcoins? Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais c'est fort possible. How are you? Oh, pretty good, pretty good. How are you? I'm good. Good to see you again. Come on in. Nice to see you. Over there. Mt. Gox a été au cœur du plus grand scandale du genre, suite à sa faillite en 2014, provoquée par la perte de près d'un demi-milliard de dollars en bitcoin. L'heure est venue de comprendre ce qui s'est vraiment passé. 865 000 bitcoins ont disparu de la plateforme, au terme d'une série de vols commis sur plusieurs années. L'incident le plus lourd a eu lieu le 11 septembre 2011, lorsque des hackers se sont introduits sur le serveur central pour copier les clés privées du Hot Wallet. 630 000 bitcoins ont été retirés grâce à ces clés. Imaginez que l'on perce un trou dans le coffre d'une banque et qu'il soit assez grand pour y passer le bras. On peut prendre toutes les pièces à portée de main. Pour Mt. Gox, au fil des années, tellement de fonds sont passés à proximité de ce trou que les hackers n'avaient qu'à se servir régulièrement. À la fin, il ne restait pratiquement plus rien. En règle générale, les bitcoins étaient envoyés à l'aide des clés compromises vers une nouvelle adresse, contrôlée par le voleur. La majorité des fonds partaient vers la plateforme BTCE. Celle-ci a reçu des bitcoins dérobés à Mt. Gox, ainsi qu'à d'autres plateformes. Comme le montre ce graphique, on retrouve différents vols dans le même réseau de blanchiment d'argent. Des bitcoins volés à d'autres plateformes d'échange, comme Bitcoinica ou Bitfloor, allant tous vers le même endroit. On peut relier une partie de cette activité à des comptes. Mais le plus difficile, c'est de la relier à quelqu'un en chair et en os, et d'en faire quelque chose. Ce n'est pas mon travail. Je m'en tiens à glaner des preuves que je passe aux personnes compétentes. Avez-vous enquêté sur l'affaire Mt. Gox? Je ne peux pas vraiment vous parler de ça maintenant. C'est un groupe de hackers lié à un réseau de blanchiment d'argent. Quelle est votre opinion sur l'affaire Mt. Gox et le vol des 650 000 bitcoins? Je ne peux pas vous répondre. Tout pointe vers la Russie, selon moi. Pensez-vous qu'on trouvera un jour les coupables? Je ne peux pas vous répondre. Savez-vous des choses que vous auriez omis de nous dire? Qui a tué JFK? Arrested Alexander Vinnik, accused in Bitcoin billions of dollars fraud, according to BBC. A 38-year-old co-owner of the BTCE exchange was arrested in Greece. Vinnik is accused of more than $4 billion laundering. It is known that he had been charged with 21 counts, including laundering stolen funds from MTGOX. No public comments have been received from Alexander Vinnik. Experts believe that, in general, this situation is even positive for Bitcoin. Tellement de gens ont été naïfs. Il faut se rappeler que les pionniers du Bitcoin n'étaient pas de fins investisseurs, ni des économistes ou des financiers de haut vol. C'étaient de simples gratteurs de code, des nerds et des geeks, de braves gens qui jouaient. Et certains se sont fait avoir. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés travaillent dans le Bitcoin. Elles font des conférences, des réunions, les gens portent des costumes. Elles ont tous des startups classiques. Beaucoup cherchent à intégrer Bitcoin dans leur fonctionnement. Le Bitcoin fait vraiment partie prenante de la Silicon Valley. Quand je me suis mis au Bitcoin,
La quasi-totalité des gens sur le premier forum avaient une vision du monde et un enthousiasme semblable au mien. Mais on est passé à l'étape suivante. Si Bitcoin grandit au point de transformer la planète, tout le monde devra s'y mettre. Et pas seulement les libertariens ou les nerds du début. Hommes d'affaires, banquiers, on a besoin de tout le monde. C'est parfois dur de changer, mais c'est la vie. Très peu d'utopies parviennent à survivre au monde réel. Et Bitcoin ne fait pas exception. Mais même si ça ne satisfait plus les croyances philosophiques de chacun, ça marche. Bitcoin est-il foncièrement mauvais? Non. Mais on peut s'en servir ainsi. Financement terroriste, demande de rançon, hacking, corruption, trafic de drogue. C'est ça le truc. C'est juste de l'argent. Pour un économiste ou même un technophile, le rêve serait qu'une chose aussi formidable que Bitcoin soit livrée à l'humanité sur un nuage, comme un cadeau. Et tout le monde l'utiliserait. Mais ça marche pas comme ça. Une telle nouveauté doit d'abord entrer sur les marchés financiers et devenir économiquement viable, ce qui veut dire qu'elle doit passer par cette phase étrange où les gens testent les choses, les achètent et les vendent. C'est pareil avec toutes les technologies. Ça l'a été pour le chemin de fer au 19e siècle. Il y a eu des escroqueries, des faillites, des accidents, plein de choses terribles. Mais au final, on a le train. Et c'est fantastique. Mark Karpeles est comme un professeur de physique fondamentale à qui on aurait demandé de faire atterrir un homme sur la Lune. Probablement pas le meilleur type pour le job. Ça doit être frustrant d'être Mark, d'avoir été une des personnalités les plus influentes de la sphère Bitcoin, riche à millions, et de se retrouver maintenant au Japon, dans l'incertitude, accusé de crimes qu'il n'a pas vraiment commis. Sa réputation détruite, sans argent et sûrement pas les bitcoins manquants, et détesté de tous. Il a été dépassé par les événements. Au début, j'avais envie de lui mettre mon poing dans la gueule pour tout l'argent que j'avais perdu. Puis on a discuté et je me suis rendu compte qu'il n'avait rien volé. J'ai pensé, ok, sans rancune. Ça doit être difficile d'être Mark Karpeles et de faire face aux médias après avoir perdu tout cet argent. En tout cas, moi, si j'étais à sa place, je me montrerais plus jamais sur Internet. J'ai été libéré d'un gros poids d'une certaine façon avec la disparition de mon Gox. Mais j'ai toujours cette histoire de procès en cours, mais j'ai aussi un certain nombre de devoirs envers les clients qui étaient clients de mon Gox. Toute cette affaire, c'était beaucoup de remise en question et c'était aussi un grand coup dans mon ego professionnel d'avoir été hacké, d'avoir manqué, d'avoir vu ça pendant des années, d'avoir au final commis un certain nombre d'erreurs qui ont amené à cette situation. Dans le sens que ce qui s'est passé, c'était clairement un manque de compétences de ma part. Après, on peut m'accuser de pas mal de choses. Mais d'avoir volé des bitcoins, non. C'est... Est-ce que tu apprends de tes erreurs ou pas? J'apprends, oui. En tout cas, j'ai l'intention... c'est mon intention d'apprendre de mes erreurs. Après, je sais pas... Je me vois pas de l'extérieur. Je suis moi, donc j'ai une certaine limite dans ce que je peux voir. Je sais pas si ce que j'apprends et la façon dont j'adapte mon comportement est adéquate ou pas. Certaines personnes qui nous ont dit qu'ils ne seraient pas étonnés si tu étais atteint du syndrome d'Asperger. Tu vois ce que c'est le syndrome d'Asperger? Oui, je connais ce que c'est, mais... Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu trouves que c'est fantasmagorique ou... C'est pas impossible, je dirais. Quand j'étais jeune, c'était pas trop à la mode de faire ce genre de dépistage. Mais comme je dis, c'est pas impossible. Quand je regarde sur le net, entre autres les personnes qui ont ce genre de soucis, je vois pas mal de points communs aussi. En général, les gens qui sont victimes de ce syndrome, ils ont du mal à regarder dans les yeux. Toi, tu regardes très bien dans les yeux.
Oui, j'ai beaucoup appris aussi par moi-même à compenser ce genre de soucis. Si je me souviens bien, je crois que c'est quand j'étais au collège, j'ai dû me faire engueuler là-dessus, plusieurs fois. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'essayer de me forcer à regarder, donc n'importe quel point sur le visage, le nez ou autre chose. Et en pratiquant ça pendant pas mal d'années, ça devient une habitude. Donc là, tu regardes mon nez? Là, je regarde en fait le coin de ton œil droit. C'est-à-dire que j'ai passé 30 ans à vivre avec moi. Et du coup, j'ai développé un certain nombre de méthodes et d'habitudes pour me faire passer pour un humain. Et ça marche beaucoup plus facilement au Japon qu'en France. Parce que par exemple en France, quand tu fais par exemple la bise à quelqu'un, tu fais 2, 3, 4 fois, ça dépend, et t'es vis dans le nord, dans le sud, c'est... Alors qu'au Japon, par exemple, ouais, tu fais un bonjour, ça marche partout. C'est moins stressant. Ça prend beaucoup de place dans ta vie au quotidien, ce réajustement permanent à l'autre? Un petit peu. Ça dépend de la situation, ça dépend de pas mal de choses. Si tu veux un exemple, par exemple, là on est en train de parler, on est assis à une table, je passe peut-être 20-25% de mon conscient à réfléchir à ce que je dois faire avec mes mains. Est-ce que je les mets comme ça? Est-ce que je les mets comme ça? Est-ce que je mets... Fermer les mains, c'est un signe psychologique qu'on est fermé, donc non, il faut pas. Mettre les mains sous la table, ma grand-mère, elle dit il faut pas, donc non. Enfin, Mais c'est une volonté de contrôle, alors? Et c'est... Je passe mon temps à y réfléchir. C'est-à-dire, si je laisse mes mains comme ça, au bout d'un certain temps, je me dis, est-ce que ça va pas être pas naturel de pas du tout bouger les mains? Donc pareil, je regarde aussi ce que tu fais et je t'imite. Tu veux un stylo? Pas besoin, mais... Quelle est la morale de l'histoire, Greg? Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Sinon que quand on vend un produit, mieux vaut être sûr de l'avoir en stock. Avant de dire à tout le monde, la boutique est ouverte. Devenir maître du monde? Oui, ça toujours, c'est toujours dans ma liste. C'est un peu plus bas pour l'instant, j'ai d'autres priorités, mais c'est toujours là. I was born from 3.54 megahertz Xylo processor. Oh motherboard, by your side I always feel alone. I sell Louis just money in the store. Grab a pick, take the check, that it won't be illustrated. It's a new world, develop and play with stock when you're sure. Once and for why the show, mind the hacks and the cash flow. Hold down, check the rate, guess you'd better wait it to greedy, losing your soul. Shit has always been your goal. Full of cons, spend some bet, buy a house or a Lambo. Try to ride, but don't forget, it could finish in limbo.
in the band, but they don't understand that in peace we rust, but in cold